Bonjour, honorable assistance. Donc, je suis très heureuse de participer aujourd'hui à la 7e journée de formation médicale continue d'endocrinologie et de diabétologie. Nous allons voir ensemble les facteurs prédictifs anatomopathologiques de mauvais pronostic dans les cancers différenciés de la thyroïde. Les cancers thyroïdiens sont des tumeurs malignes rares, représentant 1% de tous les cancers, mais il reste le cancer endocrinien le plus fréquent. 3 à 4% des nodules thyroïdiens palpables sont des cancers thyroïdiens. Ils sont plus fréquents chez la femme, avec un sexe ratio de 3 femmes pour un homme, et la moitié de ces femmes sont âgées à moins de 45 ans. L'âge moyen de survenue de ces cancers est de 50 ans pour les deux sexes. En termes d'incidence, donc dans le monde, il a été recensé 43 720 nouveaux cas de cancer thyroïdien par la Société américaine du cancer en 2023. L'Algérie, donc le cancer thyroïdien, elle occupe la première place dans les pays nord-africains, et ce cancer occupe la 4e place des cancers féminins, après le cancer du sein, le côlon et le rectum, et les cancers de l'utérus. Et l'incidence brute chez les femmes est passée de 8 en 2006 à 15,6 en 2014 dans les données rapportées par le registre des cancers d'Alger. La survie relative à 5 ans, tout stade et tout type confondus, est à 94%. Les cancers thyroïdiens différenciés sont des néoplasmes malins dérivés de cellules folliculaires stratifiées en fonction de leur profil moléculaire et de leur agressivité. Elles regroupent des entités différentes sur le plan histologique, moléculaire et pronostique. Elles sont subdivisées en 4 grands groupes selon la classification de l'OMS 2022, et le type histologique le plus fréquent est le carcinome papillaire, avec son incidence qui reste augmentée toujours chez les femmes. Le pronostic de ces cancers est excellent, mais reste sombre dans les formes avancées. Donc, ce risque ou ce pronostic n'est pas vraiment lié à la mortalité de ce cancer, mais plutôt au risque de persistance ou de récurrence. Donc, c'est ce qui a conduit à établir différents systèmes de stratification, dont celui qu'on utilise est le système de l'American Thyroid Association, qui définit 3 groupes de patients avec risque de récidive différents. Donc, cette stratification va permettre une prise en charge adaptée, thérapeutique adaptée des patients. Elle est basée sur des paramètres anatomocliniques et histologiques de la classification de l'OMS 2022 qui a été révisée en 2023, en prenant en compte le potentiel de malignité de ces cancers et en intégrant la biologie moléculaire. Alors, les facteurs anatomocliniques sont épidémiologiques, thérapeutiques et biologiques, et nous allons s'attarder sur l'étude des facteurs anatomocliniques, qui sont histopronostiques et moléculaires. Ils sont subdivisés en facteurs qui sont classiques, que nous avons l'habitude d'utiliser, comme le type histologique, la taille tumorale, l'étendue et l'extension extrathyroïdienne, l'invasion vasculaire et les métastases ganglionnaires ou à distance, et de nouveaux facteurs, surtout le grading de ces cancers différenciés et l'inclusion des anomalies moléculaires. Donc, ces paramètres vont permettre la stratification des cancers et d'évaluer le risque de récidive. Nous allons commencer par le type histologique. Alors, l'étude histologique, elle va se baser sur la cellule d'origine, les caractéristiques pathologiques, la classification moléculaire et le comportement biologique. Donc, cette classification définit ces cancers différenciés qui restent les plus fréquents et
les subdivise en carcinome vésiculaire thyroïdien, papillaire, d'architecture vésiculaire encapsulé invasif, le papillaire thyroïdien classique, l'oncocytaire et l'introduction d'une nouvelle entité qui est le carcinome de souche vésiculaire de haut grade différencié. Donc, je souligne que le carcinome papillaire, on ne parle plus de variante, mais plutôt de sous-type. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a certains sous-types qu'on doit connaître et qui sont plus agressifs que d'autres et que nous allons détailler. Donc, pour le carcinome papillaire, on a les sous-types à cellules hautes, à cellules cylindriques et à cellules en clou de tapissier qui présentent des mutations BRAF V600E plus élevées. Le carcinome papillaire sous-type sclérosant diffus, également très agressif. Donc, ces sous-types-là présentent un risque accru de donner des métastases ganglionnaires, une récidive loco-régionale et la survenue de métastases à distance. Pour le papillaire variante folliculaire, on a le papillaire folliculaire infiltrant qui présente une mutation BRAF 600E. Ces carcinomes présentent des atypicitos-nucléaires marqués avec une invasion thyroïdienne importante et dans des emboles vasculaires. Le carcinome papillaire folliculaire encapsulé invasif, c'est une nouvelle entité de l'OMS 2022. Elle est caractérisée par la mutation du gène RAS et elle ressemble un petit peu au carcinome vésiculaire. Donc, elle est bien circonscrite avec ou sans une vraie capsule, avec un profil évolutif similaire au carcinome vésiculaire. Pour le carcinome vésiculaire et oncocytaire, ils sont subdivisés en 3 catégories. Soit c'est des tumeurs à invasion minime ou bien extensive. Ou bien ils peuvent être encapsulés, là ils seront avec angio-invasion. Cette angio-invasion, elle peut être minime ou extensive et ça sera par rapport au nombre d'emboles, donc qui sera moins de 4 pour l'angio-invasion limitée et supérieur ou égal à 4 pour l'angio-invasion extensive. Particularité des carcinomes oncocytaires, ils restent plus agressifs que les vésiculaires car ils sont réfractaires à l'irathérapie. Quelques exemples donc des sous-types de carcinomes papillaires agressifs. Donc, comme vous voyez sur ces deux iconographies, un carcinome papillaire à cellules hautes. Donc, morphologiquement, on reconnaît cette cellule et on arrive à typer par la présence de cellules 3 fois plus hautes que larges avec des noyaux du papillaire. Pour les carcinomes en clou de tapissier, donc les noyaux sont particuliers, la cellule présente des noyaux à polarité inversée avec une protrusion dans la lumière. Facteur histopronostique très important, donc mentionné dans les nouvelles recommandations, c'est le grading de ces carcinomes thyroïdiens différenciés. Donc, ils deviennent de haut grade par un index mitotique supérieur ou égal à 5 mitoses par 2 mm² et ou la présence de nécrose tumorale. Alors, comment nous allons calculer ces mitoses? Ça sera sur 10 champs consécutifs au fort grossissement. Pour l'index de prolifération tumorale, le KI67, il n'est pas recommandé de le faire systématiquement. Voici un algorithme qui va résumer un petit peu tout ce que je viens de dire. Donc, devant un carcinome différencié de la thyroïde, nous allons commencer par le compte mitotique et ou la présence de nécrose. Si oui, là, on passe, soit le carcinome est bien différencié, donc c'est un carcinome différencié de la thyroïde de haut grade, qui est une nouvelle entité introduite. Si le nombre est inférieur ou il n'y a pas de mitose, donc nous allons typer le cancer comme je viens de citer. On passe aux autres facteurs donc pronostiques. La multifocalité, c'est un facteur d'agressivité. La taille tumorale donc va s'effectuer donc sur le nodule dominant en cas de multifocalité.
C'est un facteur pronostic important qui va permettre la stratification de la tumeur. Dans certaines études, une taille tumorale au-delà de 2 cm est considérée comme un facteur de risque de métastase à distance. L'étendue de l'invasion capsulaire. Alors cette étendue, elle sera évaluée pour les carcinomes vésiculaires. Plus, donc le pathologiste doit préciser si elle est minime ou extensive, car cette dernière a un pouvoir plus agressif. Pour les emboles vasculaires, donc la particularité pour les carcinomes vésiculaires, c'est qu'il faut rechercher ces emboles dans la capsule ou bien à proximité de celle-ci. Donc, et le risque est d'autant plus élevé que le nombre d'emboles est plus grand. Il faut préciser le nombre d'emboles pour les carcinomes vésiculaires et oncocytaires, car ils vont nous permettre de les subdiviser quand ils sont encapsulés en angio-invasion minime ou extensive. Pour les autres sous-types, ils n'ont pas de différence significative. On passe à l'extension extra-thyroïdienne. Alors, celle-ci n'est plus un critère pour classer la tumeur au stade PT3B dans la dernière classification TNM, mais avec l'appréciation des marges chirurgicales, si elles sont infiltrées ou pas, il faudrait les mentionner car ça reste des facteurs de mauvais pronostic. En ce qui concerne la métastase ganglionnaire, alors il faut rechercher les métastases, les compter le nombre de ganglions métastatiques et donner les mesures du ganglion infiltré avec l'étendue métastatique et rapporter s'il y a une effraction capsulaire avec extension extraganglionnaire. Pour les métastases à distance, donc c'est l'apanage quasi exclusif des carcinomes angio-invasifs. Donc les sites métastatiques préférentiels sont le poumon et l'os. Donc, en regroupant tous ces éléments que je viens de citer, nous allons donc pouvoir établir la stratification TNM et en l'associant avec l'âge du patient avec un seuil de 55 ans, nous allons pouvoir grouper ces patients en stade pronostic. Donc, dans les nouvelles recommandations, le point le plus important, c'est l'introduction et la recherche de mutations génétiques dans ces carcinomes thyroïdiens différenciés. Les gènes impliqués, donc les plus importants sont le BRAF, le RAS, ALK et RET. Les carcinomes papillaires de la thyroïde présentent des mutations BRAF V600E dans 25 à 82% des cas, suivies des mutations RAS, puis des mutations du promoteur TERT. Pour les carcinomes folliculaires thyroïdiens, la mutation RAS est la plus importante dans 25% des cas, suivie des mutations du promoteur TERT, puis des mutations ponctuelles PTEN. Alors, ces mutations-là ont un impact pronostic. Par exemple, si la mutation BRAF V600E est isolée, on peut la retrouver soit dans la forme classique du papillaire ou bien dans le sous-type à cellules hôtes du papillaire qui est une variante agressive. Si cette mutation est associée à d'autres mutations, là, la tumeur est d'emblée agressive. Donc, à ce terme, il a été établi une classification pronostique basée sur l'histologie, mais aussi sur l'étude moléculaire. Par exemple, un carcinome papillaire infiltrant avec une mutation BRAF, donc il y a un risque de métastase ganglionnaire qui est important. Un exemple de carcinome folliculaire infiltrant associé à une mutation RAS, risque de métastase important. Donc, tous ces éléments que je viens de citer ont permis d'affiner la classification pronostique du risque de récidive des cancers thyroïdiens en passant des cancers thyroïdiens différenciés avec faible risque de récidive jusqu'au risque de récidive. Les étoiles que j'ai mis sur le tableau, c'est pour montrer l'introduction des paramètres moléculaires.
Je vais citer les facteurs prédictifs de mauvais pronostic de ces carcinomes, donc différenciés, avec haut risque de récidive. Pour les papillaires, on a une extension extrathyroïdienne macroscopique, des ganglions infiltrés avec une taille de plus de 3 cm, une extension extraganglionnaire, une mutation BRAF V600E associée à une mutation TERT, associée à d'autres paramètres anatomocliniques. Pour le vésiculaire, on a l'invasion vasculaire extensive, plus de 4 foyers, plus les autres paramètres anatomocliniques. La compréhension donc, des bases de carcinogénèse de ces cancers thyroïdiens donc, a permis d'établir une thérapie ciblée qui va inhiber l'activité du gène muté ou bien de sa voie de signalisation. Donc, il y a eu des essais et même des traitements qui ont été autorisés à mettre sur le marché et qui ont donné de bons résultats. En ce qui concerne l'immunothérapie, il n'y a pas de résultats probants. Alors pour conclure, les nouveautés apportées ont permis l'élaboration de nouveaux facteurs pronostiques, d'affiner les groupes pronostiques essentiellement de haut risque, d'adapter une stratégie thérapeutique et une désescalade thérapeutique dans les formes de bons pronostics, d'établir une surveillance rapprochée des patients et leur permettre de bénéficier de thérapies ciblées. Donc l'avènement de cette classification moléculaire n'a pas seulement un intérêt diagnostique, mais aussi pronostique et thérapeutique. Voilà, et je vous remercie.